Et me voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Au programme d'aujourd'hui, je vais vous parler du PLF 2025. Donc le PLF, c'est la prévision, donc le projet de loi des finances de 2025. Et il y a une grosse inquiétude du côté de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques, la SACD, qui a fait part de son inquiétude par rapport aux baisses de budget qu'on peut voir un petit peu partout au niveau de la culture française là, depuis quelques mois. Et donc ça inquiète quand même pas mal les gens. Donc voilà, on va y jeter un petit coup d'œil. On va ensuite parler du Dracula de Besson qui est arrivé voilà, comme un cheveu sur la soupe. Ce sera l'occasion de revenir un petit peu sur Besson et peut-être voilà, sur ce qu'il est actuellement pour le cinéma français, pour le cinéma en général. On va parler vite fait du succès du Festival de Clermont, le Festival du court-métrage. C'est important d'en parler, je pense, parce que le court-métrage est en plein boom, j'ai l'impression, depuis quelques années. On a une recrudescence des séances de court-métrage. Et je trouve ça très chouette. Donc voilà, je vais essayer de vous en parler aussi un petit peu. Et dans les recommandations, par contre, j'en aurai qu'une. Parce que j'ai pas eu le temps de voir des films cette semaine, en tout cas pas des films récents. Et donc du coup, ma recommandation, ce sera La vie en gros, qui sort demain, mercredi, distribué par les films du Préau, qui est un film d'animation en stop motion, qui est vraiment très très sympa, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie du film en avant-première pour la journée arrêt essai du cinéma européen. On avait pu le passer en début d'après-midi, c'était vraiment très très chouette. Donc voilà, je vais pouvoir vous en parler tout à l'heure. Alors, la première news, du coup, c'est la PLF 2025, donc le projet de loi et finances 2025 qui inquiète énormément le SACD, donc le SACD, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. Je vous en parlais dans une dernière émission, il y a eu un souci, il y a eu un souci. France Télévisions s'est vu imputé de 100 millions d'euros pour son année 2025, finances qui n'auraient pas dû baisser lors de la promesse de l'arrêt de la taxe audiovisuelle qui a été enlevée à 100% des Français, donc cette taxe de 130 euros à payer par an qui servait, donc la redevance qui servait à nourrir la télévision, la radio et d'autres médias français. Le budget devait être normalement récupéré sur la TVA, donc cette fameuse taxe qui est utilisée un peu partout et qui devait refinancer à la place de la redevance la télévision française. Ce n'est plus le cas. Ils ont imputé donc 100 millions d'euros à France Télévisions. Et aussi, du coup, cette semaine, on a la ponction de pas mal d'argent à droite, à gauche dans le cinéma français, dans l'audiovisuel en tout cas français, comme par exemple une nouvelle baisse des crédits de 80 millions d'euros. On a également, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici? Une autre source d'inquiétude, la ponction de 500 millions d'euros sur le fonds de roulement du CNC. En plus, le CNC a changé de direction, ainsi que l'ARCOM. Donc, des personnes qui sont un petit peu plus près de l'État et de la position de Manuel Macron. Donc, c'est quand même de mauvais augure, dirons-nous, de voir qu'il y a autant de retrait d'argent à droite et à gauche. Et on comprend l'inquiétude de la SACD par rapport à ce désengagement. Je cite, la SACD s'émeut pour le spectacle vivant donc du désengagement massif et les coupes sombres d'un certain nombre de collectivités locales à l'égard de leur budget culturel. Leurs budgets culturels sont assez étourdissantes par leur violence et leur vigueur. La région du Pays de Loire, dont la présidente Christelle Morancet a réduit le crédit de 73%. Le département de l'Hérault, qui a supprimé 100% de ses dépenses non obligatoires dans la culture, sont désormais à la pointe de ces collectivités qui passent la culture et le spectacle par pertes et profits. Donc il faut bien comprendre, et là je suis désolé, mais ça va parler politique, on va faire de la petite politique de comptoir, mais la plupart des régions et des départements qui se sont vus imputés de leur culture sont des départements de droite et d'extrême droite, principalement d'extrême droite d'ailleurs, et les coupes budgétaires n'étaient pas obligatoires dans la culture. L'État a demandé des coupes budgétaires par département et par région, c'est sûr, mais ils n'ont jamais demandé à ce que ça se fasse au niveau de la culture. Et les partis d'extrême droite ont décidé d'aller chercher dans la culture ces coupes budgétaires, et c'est vraiment, vraiment dommageable, et c'est vraiment petit de leur part, puisqu'on sait que la culture, c'est la libre expression, et que la libre expression, ça ne leur plaît pas. Donc voilà, c'est vraiment une source d'inquiétude assez importante, pour ma part aussi, hein, puisque bon, pour l'instant, la Saône-et-Loire, là où je suis exploitant de cinéma, n'est pas touchée, mais on se rend compte quand même que certains départements non loin de chez nous sont en train de subir ce genre d'attaque.
Et c'est pas impossible que ça arrive également de notre côté, et ce seront forcément les plus petites structures qui seront imputées en premier. Nous sommes bénévoles, nous sommes une association de mon côté, et si la culture n'a plus de fonds, on sera les premiers à sauter. Malheureusement, moi, mon salaire est en partie payé par ces subventions. Si je n'ai plus de subventions, je n'ai plus de salaire, je n'ai plus de travail, et le cinéma peut fermer. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très inquiétant de voir qu'il y a encore de nouveau des baisses budgétaires qui avaient encore une fois été sous la promesse d'un blocage, hein. On était persuadé, on n'était pas persuadé, mais on était obligé de croire au gouvernement d'Emmanuel Macron qui disait qu'il n'allait pas y toucher à ces baisses de subventions. Et pourtant, elles sont là. Elles sont là, ces baisses de subventions. Elles existent et elles vont faire énormément de mal aux régions et aux départements qui ne croient plus à l'importance de la culture. On en voit, hein, des cinémas qui ferment leurs portes aussi en France, mais on en voit énormément qui ouvrent. On voit des cinémas qui arrivent à s'agrandir, qui arrivent à augmenter leur nombre de salles, par exemple. Et ça fait très plaisir de voir qu'il y a encore la possibilité de financer de façon privée ou collective au public le financement de nouveaux cinémas. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est très chouette. Donc, il faut pas oublier que pour l'instant, on vit encore sur les financements qui ont été faits en 2024, mais les coupes budgétaires de 2025 vont se ressentir en 2026 et même vont déjà se ressentir en 2025 à mon avis, et ça sent pas très bon. Donc voilà, la SACD, pour moi, elle a raison, il faut alerter. Est-ce que ça va changer quelque chose? À mon avis, de toute façon, les projets de loi ont déjà été votés. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où va aller cet argent. Est-ce qu'il va encore servir à décreuser la dette, cette fameuse dette que tout le monde craint tant? C'est possible. Là, pour le coup, je vais être franc, je ne m'y connais pas assez en politique que pour pouvoir me lancer dans une telle aventure avec vous. Mais j'avoue que c'est assez effrayant. Et voilà, la deuxième news, du coup, on va parler de... alors, mais j'ai pas compris cette news. En fait, si je vous l'ai mis, c'est pas forcément que je suis un fan de Luc Besson, loin de là, hein, d'ailleurs, mais je l'ai trouvé tellement folle, parce que je suis allé voir Nosferatu il y a pas longtemps au cinéma, donc de Robert Eggers, et voilà que Luc Besson débarque avec un film qui s'appelle Dracula. Alors, improbable. Voilà. Mais non, mais entièrement ça, c'est improbable. On n'en entend pas parler. Et boum, en plus, c'est SND. Donc, c'est-à-dire que Luc Besson ne distribue même pas son propre film. Parce qu'ils ont leur seul. Alors, je sais pas s'ils le font encore. Mais à l'époque, EuropaCorp, qui est la société de Luc Besson, faisait de la distribution de films, hein. Donc, c'est quand même assez étrange. C'est que là, pour le coup, c'est SND qui distribue ça. C'était le cas aussi, je crois, pour Dogman, son dernier film. Et donc, d'ailleurs, on retrouve Caleb Landry Jones qui jouait le rôle principal dans Dogman. On va retrouver Christophe Waltz et Zoé Bleu qu'on a vu dans Gonzo Girl. Bon, ça je ne connais pas. Et Mathilda de Angelis de série Lydia fait la loi sur Netflix. Bon, bah ça je vous laisserai y jeter un œil. Moi ça ne me dit rien. Donc encore une fois le film sera en anglais apparemment au vu des acteurs qui font partie du casting. Et bah, alors c'est assez étrange parce que ça a été annoncé l'année dernière. Son titre international c'est Dracula A Love Tale. Bon, du coup, ce sera forcément une histoire d'amour de Dracula. Et donc, c'est assez intéressant de voir que SND se lance dans l'aventure Luc Besson. Encore une fois, moi, je suis assez étonné. Je trouvais que Luc Besson, il était plus vraiment bankable. Donc, est-ce que les gens vont aller voir du Luc Besson? Dogman a été un échec assez retentissant, je crois, au cinéma, si je me trompe pas. Ah oui, 289 000 entrées. Donc, on est vraiment sur du petit petit. Pour l'instant, on a très peu d'infos. Est-ce qu'on a une date de sortie? Je crois pas. Bah si, puisqu'il le date, ce sera le 30 juillet. Donc en plein été, on va avoir un petit blockbuster de chez Luc Besson. Pourquoi pas? Alors SND, dans la foulée, on a profité pour annoncer d'autres films. Le 20 août, il proposera un film d'horreur de La Nuit des Clowns, de Eli Craig, et non pas de Eli Roth. Eli Craig, c'était le monsieur qui avait fait Tucker and Dale Fight le Mal, et ça c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Si c'est dans le même genre, ça peut être vraiment pas mal parce que c'était vraiment très marrant comme film d'horreur. Ça suivra les mésaventures d'une petite ville du Midwest prise d'assaut par un mal inattendu. Voilà, donc bah écoutez, je pense que ça peut être assez marrant. Si ça l'est pas, ça sera assez bien réalisé, je pense. Et alors là, on a un petit nouveau qui revient aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. On a James Huth qui revient avec Cher Père Noël. Ce sera pour le 10 décembre chez SMD également. Une production du film sur mesure. Bon,
Et ce sera avec Patrick Timsit, Isabelle Nanty et Antoine Gouy, dans une comédie familiale. Le dernier film de James Hunt, si je me souviens bien, c'était Le Jouet. Le Jouet qui apparemment est mal aimé. Alors moi je ne l'ai pas vu, il n'a pas eu énormément de succès au cinéma non plus, mais il paraît qu'en fait le film est bien. On a une dernière sortie pour le 28 janvier 2026, donc bon, ce sera l'année prochaine. Ça s'appelle Chers parents. C'est un premier long métrage d'un monsieur qui s'appelle Emmanuel Patron. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Voilà, et au casting, on retrouvera Miu Miu, André Dussolier, Arnaud Ducret, Thomas Soliver et Pauline Clément. Où on a des ressorties. Par contre, j'espère qu'elles seront au cinéma, puisque le 2 avril, on aura Astérix et les Vikings. Et ensuite, le 9 avril, on aura Brise de Nice qui fête ses 20 ans déjà. C'était sorti le 6 avril 2005. Et donc, ils le ressortent en 4K, j'espère, au cinéma. La troisième news de cette matinée, ça va être le festival de Clermont-Ferrand. Le festival de Clermont-Ferrand, ça va être très rapide, hein. Festival de Clermont-Ferrand, vous le savez si vous vous intéressez un max au cinéma, c'est le festival du court-métrage. Alors il faut savoir que c'est un festival qui engrange énormément de monde dans beaucoup de cinémas différents. Il faut beaucoup marcher quand on va au festival de Clermont-Ferrand, parce qu'il y a plein de cinémas différents qui proposent les programmes de la journée. Donc il faut pouvoir aller de droite à gauche en choisissant son programme correctement. Les entrées sont très limitées. C'est très difficile si on n'a pas choisi, si on n'a pas acheté ses places en amont, de pouvoir aller au festival un petit peu, on va dire, à la sauvette et de pouvoir aller regarder un film au hasard, enfin une sélection au hasard. C'est très compliqué. Mais cette année, ça peut paraître peu, mais 172 000 entrées. 172 000 entrées pour le 47e festival de Clermont-Ferrand. Ça représente un chiffre supérieur à ceux qui ont été faits à l'avant Covid, donc savoir 172 000 entrées en 2020. Et ensuite, ça avait été un peu compliqué de reprendre forcément avec le post-Covid. 100 000 entrées en 2022, 166 000 en 2024, et donc là, 173 000 pour la sélection 2025. On est très content pour eux. C'est très très difficile. Le marché du court-métrage, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et on les remercie vraiment de faire l'effort tous les ans de pouvoir faire ce festival. Qui est en partie financé par Canal, d'ailleurs, un Canal qui s'est fait huer à chaque séance en demandant de virer Bolloré. Ça a été, à mon avis, des séances bien agitées, mais vraiment, c'est chouette. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme info? Le public était présent en nombre, la fréquentation restant tout aussi élevée durant les jours de la semaine, y compris pour les séances de l'après-midi. Elles étaient 454 au total, donc 454 séances, 454 programmes répartis sur 14 salles. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais allé voir la programmation contemporaine, comment on appelle ça, un petit peu borderline, quoi, on va dire. Et donc, c'était des films plutôt expérimentaux. Et c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant. Alors, c'est pas ma cam, moi, de base, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et bon, le truc, c'est que c'est une des salles les moins remplies, il faut pas se leurrer. Donc, ça permettait de pouvoir aller le jour J, juste sélectionner sa place et puis pouvoir aller en salle. Donc, j'étais très content de pouvoir y assister. Et puis, c'est très marrant de voir autant de monde toute la journée dans Clermont-Ferrand se balader d'un cinéma à l'autre et de faire fonctionner toutes les salles obscures de la ville, ou en tout cas du centre-ville, pour pouvoir participer à un maximum de programmes. Donc voilà, c'est très très chouette. Je ne vais pas vous parler du palmarès parce que ça ne nous dira pas forcément grand-chose, mais voilà, il y a des courts-métrages qui ont été récompensés. Du coup, la prochaine édition aura lieu du 30 janvier au 7 février 2026. Je ne sais pas si vous, ça vous intéresse. Est-ce que vous regardez des courts-métrages? Est-ce que c'est un truc qui vous botte? Moi, j'en regarde de plus en plus. On va faire la fête du court-métrage dans mon cinoche au mois de mars et j'en suis très content. J'espère que ça va un petit peu amener du monde parce que vraiment, je trouve que c'est des petits bonbons à manger qui sont vraiment très sympas, souvent qui sont très drôles, qui ont besoin de faire un petit peu d'humour ou un petit peu de... C'est un cinéma qui est un petit peu parallèle, quoi. Raconter une histoire en si peu de temps, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours du mal à m'y mettre. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis dedans, ça me fait toujours plaisir. Mais le côté éphémère est assez rédhibitoire. On n'a parfois pas trop envie de se dire oui, bon, bah, de toute façon, je vais regarder un court-métrage que personne d'autre n'aura vu. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt à ça? On peut se le demander, effectivement. Mais bon, quand on regarde un film, c'est aussi un petit peu pour nous et pas que pour les autres ou en parler avec les autres. Donc, c'est aussi l'intérêt peut-être d'aller voir des courts-métrages et de se faire plaisir. Des festivals de courts-métrages, il n'y en a pas tant. Après, il y a toujours des courts-métrages, par contre, dans les festivals. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est l'accessibilité de ces courts-métrages. Je sais qu'il faut forcément que... Voilà, il faut ramasser de l'argent, c'est normal, les courts-métrages, il faut que ça gagne un petit peu de blé. Mais quand on voit que le Festival de Cannes ou les Globes
récompense des courts-métrages auxquels les spectateurs n'ont finalement presque jamais accès, c'est quand même dommage. Ou alors il existe une plateforme où on peut les visionner, je ne suis pas au courant. Mais c'est vrai que le court-métrage n'est pas forcément en accès libre facilement. Et donc, ben, autant on peut aller voir la Palme d'Or ou aller voir le dernier gagnant des Oscars ou des Golden Globes parce que ça sera marqué sur l'affiche et que les cinémas vont le diffuser. Mais c'est assez rare que l'on voit juste après les récompenses des festivals récompenser des courts-métrages ou le récompenser des documentaires, des courts-métrages documentaires par exemple, débarquer en salle. Et donc c'est vrai que ça c'est dommage, ça pourrait peut-être être une, une autre vision du cinéma et de l'exploitation, peut-être juste après les, les, les festivals et les cérémonies de récompense, peut-être donner accès, pas forcément gratuitement, mais assez facilement, donner accès aux courts-métrages qui ont gagné les récompenses de Cannes. Ça peut être plutôt chouette. Les sorties de la semaine, alors c'est un peu particulier, je trouve que c'est très disparate et puis c'est surtout très original. Donc demain, nous sommes le 12 février 2025 et dans les sorties au cinéma, vous avez Daffy et Porky sauve le monde, mais pas n'importe quel Daffy et Porky sauve le monde, puisque c'est un film distribué par Le Pacte. Et oui, Le Pacte, ces chers amis du Pacte qui distribuent énormément de films à réessayer d'habitude, et qui sont plutôt pour le cinéma français indépendant de qualité, et bien là, ont décidé de distribuer Daffy et Porky sauve le monde. Alors c'est très drôle. Le film a l'air plutôt... Alors ils disent à partir de 6 ans, attention, déjà rien que dans la bande-annonce, ce sont des gags à la cartoon américain, donc ça frappe, ça cogne, ça fait des blagues un petit peu borderline, qui normalement ne devraient pas être comprises par les plus petits, mais voilà, quand même, faites attention avec ça. Les Looney Tunes, ça a toujours été deux humours distincts qui peuvent être compris autant par les adultes que par les enfants. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très content de revoir les Looney Tunes au cinéma, même si Bugs Bunny ne fait pas partie de l'aventure. Mais voilà, en tout cas, Daffy et Porky, ça peut être deux héros sympathiques qui peuvent avoir une aventure assez sympa. Donc voilà, je suis très content de voir ça au cinéma. Ça faisait très longtemps, depuis Space Jam 2, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je suis assez curieux. Là, l'autre curiosité de cette année, c'est aussi Captain America Brave New World, donc le tout dernier film Marvel qui est censé relancer la machine, même si je pense que les Disney croient un petit peu plus à Thunderbolt qu'à Captain America Brave New World. Mais en tout cas, vraiment, moi je suis très content de revoir un Marvel au cinéma parce que bah, c'est bête, mais les films de super-héros, de temps en temps, ça fait du bien. Quand ça se prend pas la tête, quand ça essaye pas de créer des multivers à outrance, quand ça essaye pas de faire des liens, des toiles d'araignée qui s'étendraient de film en film, et qu'on peut juste aller voir bah, un super-héros se battre contre un super méchant. Parfois, ça fait du bien. Et on avait eu tout ce segment au début des années 2000 qui avait eu son lot de succès et de ratés, mais qui en tout cas amenait du monde en salle de façon régulière. Et j'ai trouvé ça, voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, Captain America Brave New World avec Anthony Mackie, Harrison Ford et Danny Ramirez. On a également Bridget Jones. Bridget Jones, folle de lui, qui débarque. Une comédie, une romance, une comédie romantique, bien sûr. Eh bien, Bridget Jones, pourquoi pas. C'est le quatrième. Le troisième, je pense que c'est celui où elle avait un bébé. Je vais vous avouer que je ne suis pas un aficionados de Bridget Jones. J'en ai vu très peu. Je suis pas sûr d'en avoir vu un seul en entier d'ailleurs. Je crois que j'ai vu le premier à l'époque. C'est fort possible. En tout cas, cette fois-ci, malheureusement, Bridget Jones a 52 ans et deux enfants. Ça, c'est pas malheureusement. C'est surtout ce qui est malheureux, c'est le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu pendant 10 ans. Donc voilà, donc elle vit le décès de son compagnon. Et du coup, vont s'enclencher avec ça, avec le deuil, aussi la récupération d'une vie normale, hein, et puis d'essayer de revivre un petit peu voilà, quelque chose enfin, de revivre hein, finalement. Donc j'ai quand même hâte de le voir parce que ces films modernes qui reprennent des comédies classiques mais qui arrivent à en faire quelque chose d'un petit peu plus profond, ben je suis sûr que ça peut fonctionner et que ça peut être très sympathique. Ça sort le 12 février, l'idéal pour le 14 février, euh, la fameuse Saint-Valentin. Voilà, où nous passerons Dirty Dancing. Nous avons décidé de faire dans l'originalité. Donc voilà, un petit Dirty Dancing pour le 14 février, on en est très content. On a également The Brutalist hein, qui sort de Brady Corbett avec Adrian Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. Cette grande fresque américaine sur cet architecte juif né en Hongrie qui débarque
après avoir été dans un camp de concentration, il débarque avec sa femme aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et il essaye de vivre le rêve américain. C'est un drame qui, en tout cas, a 10 nominations aux Oscars. On verra comment il s'en sort à la fin du mois de février, puisque c'est là que les récompenses seront données, début mars même, je crois. Et ben pourquoi pas? Alors il y a une toute petite controverse sur le fait que Adrian Brody aurait eu sa voix remodélisée grâce aux intelligences artificielles pour lui donner un meilleur accent hongrois, une meilleure prononciation. Est-ce qu'on en prend compte ou pas? C'est vous qui voyez. Ce débat, je l'ai déjà eu chez Salle 9. Je l'ai déjà eu avec Critflix, avec David. Donc je vous laisserai en juger par vous-même dans tous les cas. Donc j'ai quand même hâte de le voir. Attention, 3h10 hein, quand même. Donc vous êtes parti pour un petit moment avant de rentrer chez vous. 3h34, pardon. 3h34, oh la vache. 3h34 de film. Mais comment vous voulez que je programme ça, moi? Même Avatar, il a pas fait ça. On a ensuite le dernier film de Costa Gavra, Le Dernier Souffle, avec Denis Podalides et Cadmerade. J'ai vu la bande-annonce, je trouve ça vraiment très prout-prout. En fait, c'est un philosophe qui va rencontrer un médecin pour discuter un petit peu de la mort, de la fatalité, etc. Ça donne des dialogues qui sont très écrits. C'est pas du tout mon style de cinéma. En tout cas, enfin, pas pour moi. Voilà, c'est pas mon style. Ça n'empêche qu'il y a possibilité que j'aille le voir par curiosité s'il passe dans mon cinéma. Mais voilà, j'irai pas de moi-même dans une salle pour voir ce style de film-là. Mais chacun ses goûts, ça peut être un bon film quand même. On a également Le Mohican de Frédéric Farucci avec Alexis Menenti, Marata Quin et Théo Frimigacci. C'est un film sur la Corse, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, l'un des derniers l'un des derniers bergers du littoral corse qui voit son terrain convoité par le milieu d'un projet immobilier. Au moment de céder, malheureusement, il tue accidentellement un homme et il est obligé de prendre la fuite. Donc voilà, ça va donner un film, une chasse à l'homme corse. Beaucoup de films corses ces dernières années en France, c'est très chouette de voir que l'île est mise en valeur par le cinéma et par des Corses, et ça c'est très intéressant. Donc j'ai très très hâte de pouvoir le voir. J'avais beaucoup aimé Le Royaume il y a quelques temps, qui avait ses défauts forcément, mais qui restait quand même un très très bon moment. Donc j'ai hâte de voir Le Mohican de Alexis Menenti qui sort demain. On a également pour les tout petits Olafrida, un dessin animé du coup à partir de 6 ans qui raconte à travers les yeux de Frida Kahlo ben voilà, une histoire intéressante sur la femme et sur sa représentation, etc. etc. donc c'est chouette. La Prima Vita de Francesca Comeninci. Je ne vais pas vous en dire plus parce que voilà, c'est un film qui sort demain, mais dont je n'ai aucune information, donc je préfère ne pas partir sur des explications que je ne pourrais maîtriser. Striptease intégral, qui est un documentaire dans la lignée de l'émission Striptease qui passait chez vous sur France 3, chez nous à la RTBF, et qui est donc du coup ces documentaires très bruts qui souvent vont avec beaucoup de bienveillance se moquer d'une certaine partie de la population. Donc voilà, ça peut être très sympathique. Les damnés de Roberto Minervini, donc là pareil, je vais pas me tenter. Haut les mains de Julie Manoukian. Alors là, on dirait une sortie technique, ce truc je ne comprends pas. Voilà, donc c'est un voleur qui s'associe avec les Green Panthers, qui sont les Robins des Bois, donc ils vont voler les riches pour rebalancer aux pauvres. Et il tombe sur un cambrioleur qui est assez doué, mais un petit peu solitaire, et ils vont se mettre ensemble pour pouvoir aller faire un cambriolage. Donc voilà. C'est avec Vincent Elbaz et Émilie Kahn, donc voilà, pourquoi pas, mais bon, je comprends pas trop l'intérêt de cette sortie maintenant. Donc on verra. La vie en gros, je vous en parle tout à l'heure, mais ça sort demain. On a Génial également, qui est une série de courts-métrages en stop motion avec des marionnettes. On a la ressortie Il était une fois dans l'Ouest, Les Oubliés de la Belle Étoile, From Ground Zero, Ça plane pour moi, Petite fausse romance, etc., etc. Je vous laisse aller jusqu'au bout de la page Allociné qui sort encore et toujours chaque semaine des films bollywoodiens comme Padmavat ou encore Penkili. C'est très drôle de voir toutes les semaines sortir des films bollywoodiens dont on n'entend même pas parler, qui doivent sortir dans quelques salles françaises, parisiennes à peine. La recommandation de la semaine, ça sort demain, ça s'appelle La vie en gros, c'est un film d'animation d'1h20. C'est conseillé à partir de 10 ans, c'est fait par une Tchèque qui s'appelle Kristina Duvkova. Je m'étais entraîné à le dire correctement en une seule fois, mais je n'y suis pas arrivé. Kristina Duvkova. C'est distribué par les films du Préau, qui d'habitude sont plus sur des films un petit peu plus bas âge, entre 3 et 6 ans. Là, ils ont décidé de sortir
de faire une assez grosse sortie sur La vie en gros, qui est un film à partir de 10 ans. C'est un film qui raconte l'histoire de Ben qui malheureusement, voilà, enfin malheureusement non, il aime bien manger, il aime bien faire à manger. Sa mère n'a pas le temps de faire les repas parce qu'il est très occupé dans son métier de vétérinaire et donc lui fait beaucoup à manger, il adore ça, faire à manger, il adore aussi manger ce qu'il fait à manger. Et un jour arrivé à l'école, il a le fameux rendez-vous à l'infirmerie et le médecin lui dit, écoute, on a un petit souci, tu es en surpoids, tu n'as pas le poids idéal par rapport à ta taille et donc il est peut-être temps de faire un régime. Et donc, sans parler du fait que le monde de Ben va s'écrouler à partir de cela, eh bien, il va surtout se poser énormément de questions qui vont forcément engendrer d'autres problèmes que celles du surpoids. Et c'est là que ça devient très intéressant, et c'est pour ça que je vous le conseille, c'est que le film ne parle pas forcément du surpoids en soi, mais il va parler de toutes les problématiques que ça engendre dans la vie quotidienne des adolescents quand on leur parle de surpoids et qu'on ne les accompagne pas correctement sur ces problèmes-là, qu'on ne discute pas correctement avec eux. Et là, c'est vrai que ça devient très vite compliqué. Il faut pouvoir ouvrir le dialogue. Il s'avère que Ben, ses parents sont divorcés. Il a un son de cloche d'un côté par son père et un autre par sa mère. Euh, il n'aime pas forcément énormément sa belle-mère puisqu'il a un a priori qui a été créé par sa mère justement au sujet de cette jeune femme. Et voilà, donc ça engendre plein de choses. Il a forcément un amour d'école, il est amoureux de cette jeune fille qu'il aimerait bien pouvoir voilà, embrasser et avec qui il aimerait sortir. Donc il aimerait lui faire des recettes, des gâteaux, des choses comme ça et qu'elle apprécierait assez pour sortir avec lui. Donc il y a plein de choses comme ça dans le film. La vie en gros, c'est vraiment super. Alors ne vous arrêtez pas à l'animation, c'est une animation qui est très simpliste, hein. C'est du stop motion qui a été fait avec les moyens du bord en République tchèque. Donc voilà, les décors sont très jolis. Il y a un petit effet un peu, on appelle ça un diorama, je crois. Voilà, qui est très sympathique où les personnages sont un petit peu plus grands que les décors. Et donc ça fait ressortir un style assez particulier qui est plutôt cool. Euh, J'aime beaucoup la vision qu'a Ben de la vie en général. Quand il arrive en classe, il est souvent en retard parce qu'il aide beaucoup sa mère et donc il se prend toujours une petite réflexion de sa prof et il arrive toujours à lui envoyer une petite pique sans être méchant. Donc il se fait jamais disputer par sa prof, mais en même temps il fait marrer ses potes et il a cette espèce de nonchalance en fait pendant tout le film où bah, il s'en fout de pas être le gars le plus cool du lycée ou du collège. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de pouvoir être avec ses potes et de pouvoir faire ce qu'il veut, de pouvoir faire à graille parce qu'il adore ça et de pouvoir vivre simplement. Et c'est vrai que cette nouvelle du surpoids lui arrive un petit peu comme une chape de plomb parce que lui, il y avait jamais vraiment pensé. Il s'en foutait un peu d'être gros et c'est un petit peu voilà, la vision qu'essaie de faire ressortir le film. C'est bah, tant que vous discutez avec vos enfants de ce qu'ils veulent vraiment, de est-ce qu'ils se sentent bien dans leur peau ou pas, et surtout bah, la vie des camarades, quoi, essayer de voir avec les autres enfants, parce que parfois ça ne dépend pas que de vous, on le sait bien quand on a des enfants, votre éducation ne fait pas tout, il va y avoir aussi effectivement l'éducation qu'il va avoir à l'école, avec ses potes, avec ses profs, et tout ça va faire un espèce de mélange qui va créer ben, la personne qu'il sera plus tard, et donc voilà, le film essaye de prôner la bienveillance avec soi-même, la bienveillance avec autrui, parce que vous n'êtes pas forcément dans le cas du surpoids. Vous pouvez être un des fameux camarades qui se moquent de lui, ou ce genre de choses, et essayer de vous remettre en question pour vous dire, ben voilà, c'est pas parce que la personne est en surpoids qu'il faut se moquer de lui, c'est pas parce qu'il est en surpoids que c'est de sa faute aussi, c'est pas parce qu'il mange trop, parfois c'est juste un problème d'équilibre hormonal ou ce genre de choses. Il y a plein de choses qui font que quelqu'un peut être en surpoids, et ce n'est pas forcément un problème. Le surpoids n'est pas forcément un problème, le surpoids, il devient problématique quand il y a des problèmes de santé. Là, effectivement, là, il faut en reparler du surpoids. Mais voilà, parfois, une personne est un petit peu enrobée, ça lui pose pas de problème ni dans sa vie quotidienne, ni, ni dans sa santé. Et donc, à ce moment-là, si la personne se sent bien dans sa peau, pourquoi lui reprocher? Donc, voilà, c'est un film qui est super intéressant, c'est très joli. Ça dure 1h20. Encore une fois, c'est à partir de 10 ans. Il y a certains sujets abordés dans le film qui ne sont pas forcément adaptés aux plus jeunes. Non pas que ça va les choquer, mais c'est surtout qu'ils vont pas forcément les comprendre ou y trouver un intérêt, je veux dire l'intérêt amoureux de Ben pour sa copine quand on a 6 ou 7 ans, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Toute la communication entre le médecin et Ben sur son surpoids et sur son alimentation,
les petits jeunes de 6-7 ans, ils s'en foutent. Donc c'est vrai que c'est pas forcément que c'est pas adapté à leur âge de façon violente, etc. Mais c'est juste pour la compréhension du sujet. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'ils aient entre 9 et 11 ans. Ça sera beaucoup plus facile pour eux de comprendre un petit peu ce qu'ils voient à l'écran. Ce qui est super sympa, par exemple, c'est que le distributeur, si les cinémas participent, ils peuvent commander des petits livrets de cuisine. Et c'est des livrets de cuisine pour faire la cuisine à plusieurs avec ses parents, etc. Il y a 4-5 recettes un petit peu simples à faire. Et c'est vraiment chouette parce que c'est des recettes healthy, mais c'est pas des recettes qui donnent pas envie, quoi. Donc c'est des genres des tartes ou des trucs à mixer ou des choses comme ça. Et c'est plutôt sympa. Donc l'idée est plutôt bonne. Et puis bon, bah, comme d'habitude, quand vous allez sur le site des films du Préau, vous avez des dossiers scolaires, vous avez des dossiers pédagogiques, vous avez des ateliers à faire avec les enfants si vous voulez faire des ateliers dans votre cinéma. Ou si vous allez le voir au cinéma avec votre gamin, bah, vous avez librement accès à tous ces fichiers-là. Donc si vous n'êtes pas dans l'exploitation, vous pouvez très bien aller sur les films du Préau. Vous allez sur La Vie en gros et vous allez trouver des catalogues à imprimer, des choses comme ça, des petits jeux que vous allez pouvoir faire avec les enfants. Voilà pour La Vie en gros. Bah écoutez, je vous laisserai aller voir ce petit film-là. Alors voilà, comme on a fait le listing hein, juste avant, il y a énormément de sorties à partir de demain, de grosses sorties à partir de demain. Donc La Vie en gros va être un petit peu mis en retrait si vous avez l'occasion d'aller le voir. Il fait à peine 1h20. Peut-être si vous faites partie d'une école, le demander en séance scolaire dans les cinémas autour de chez vous. Vous aurez des tarifs euh, préférentiels et en plus de ça, vous pourrez en discuter en salle avec les élèves. Donc ça peut être hyper intéressant. Et si vous êtes parent, ça peut ouvrir le dialogue sur beaucoup de problématiques que peut se poser votre enfant sans forcément le savoir. Et donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion, allez le voir en tant que prof, en tant que parent, en tant qu'enfant. Foncez voir La Vie en gros, c'est très chouette. Ce live touche tout doucement à sa fin. Je vais aller m'atteler à d'autres tâches concernant Critflix. Mais j'ai été très content de cette matinale. Elle aura été riche en infos et en discussions. À tous les cas, vous pouvez retrouver tout ça en replay sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça en podcast sur votre application de podcast préférée en tapant Critflix. Vous avez également le Patreon qui pour l'instant est entièrement gratuit sur lequel je diffuse à peu près tout et n'importe quoi. Vous avez la Director's Cut du coup de la version live pour ne rien rater des conversations que j'ai avec les personnes qui sont sur le live. Dans la version YouTube, je coupe un petit peu, histoire que ça soit un petit peu plus fluide. Vous pouvez aller vous abonner au Patreon, c'est entièrement gratuit, puis ça vous permet d'avoir des notifications quand je sors des nouvelles choses, à droite ou à gauche. N'oubliez pas que demain sort d'ailleurs sur le Patreon, via un lien privé, du coup, l'interview de Amel Lacombe du distributeur Eurozoom. Donc Eurozoom, c'est ceux qui ont sorti Your Name, qui ont sorti Suzume, qui ont sorti tous les détectives Conan au cinéma, par exemple. C'est une femme très intéressante qui a énormément de choses à dire. Donc c'est demain. C'est demain que ça sort via le Patreon. Et sinon, je le diffuserai en podcast libre un petit peu plus tard dans le mois. Je pense la semaine d'après, je dirais. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pourrez l'écouter sur vos plateformes de podcast habituelles, bien sûr. Mais voilà, il faudra juste aller chercher le lien via le Patreon et puis l'insérer dans votre logiciel de podcast préféré. C'est un lien RSS, voilà. Un nouveau flux RSS privé pour les abonnés Patreon, enfin en tout cas pour les membres, même si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça, ça dure une vingtaine de minutes, hein, c'est pas très long, c'était une conversation sur le tard que j'ai pu avoir avec elle par téléphone, et voilà, c'était très intéressant. J'espère que ça vous plaira, il y en a une autre qui arrive très bientôt, d'ici normalement la fin du mois. Et puis on en a une qui sera bien plus lointaine, d'ici le mois de septembre, qui va être très intéressante aussi. Et j'espère en avoir plein d'autres dans l'année. J'envoie plein de mails pour avoir des choses intéressantes à vous raconter dans l'année. Donc voilà, j'espère que ça va arriver. Et j'espère qu'on pourra continuer sur cette lancée-là. Merci beaucoup. À très bientôt. Une bonne fin de matinée à tous. Un bon 3e ou 4e café si vous buvez des cafés. Et puis sinon, une bonne journée de travail à tous ceux qui bossent. À très bientôt et ciao.